Bonjour, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour une leçon en vidéo et cette leçon portera sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On les appelle également des AINS pour anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, bien entendu, si on les appelle non stéroïdiens, c'est qu'il y a des anti-inflammatoires de type stéroïdien, c'est par exemple les corticostéroïdes. Alors, ces AINS, ces anti-inflammatoires non stéroïdiens, sont très largement utilisés pour plusieurs raisons. D'abord, ils sont en vente libre, mais ce n'est pas juste pour ça. Ils sont utilisés pour leurs effets analgésiques, antipyrétiques et à haute dose, ils ont des effets anti-inflammatoires. On verra plus loin qu'il y a encore un quatrième effet pour lequel on l'utilise et pour lequel vous en vendez énormément également. Effet analgésique, c'est-à-dire des effets analgésiques, c'est des effets antidouleurs. Antipyrétique, ça veut dire contre la fièvre. Et anti-inflammatoire, contre tous les processus d'inflammation que l'on peut avoir suite à différentes pathologies ou différents troubles. Alors, c'est vrai au Royaume-Uni, vous le savez, hein, mais également en Belgique. Près d'un quart des patients qui consultent leur médecin se plaignent de certaines formes de rhumatisme ou de douleurs articulaires, de douleurs à un endroit particulier. Et pour ces personnes, on va prescrire en fait des AINS pour diminuer ces types de douleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des médicaments qui sont pris de façon importante, mais également à long terme, parce que ces différents types de douleurs ne disparaissent pas au cours du temps, elles font généralement que s'empirer. Donc, les AINS, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver par exemple l'aspirine et les dérivés de l'ibuprofène. Alors ici, je parle du paracétamol. Je tiens à dire que qu'il ne fait pas partie des AINS, mais il a quand même des effets analgésiques, mais il ne considère pas ça comme un AINS parce qu'il ne va pas agir de la même manière. Son mécanisme d'action est différent. Donc, ces différents AINS, donc l'aspirine, l'ibuprofène, le paracétamol, ils sont achetés en automédication, vous le savez bien, pour différents types de douleurs, généralement, hein, comme des maux de tête, les maux de dents, ça fonctionne un peu moins bien pour les dents, divers troubles musculo-squelettiques, donc par exemple les rhumatismes, de l'arthrite, etc. On peut aussi en prendre, vous le savez, hein, pour des affections au niveau du système respiratoire supérieur, contre aussi différents types de virus tels que les grippes. On peut en prendre également pour faire chuter l'augmentation de température. Mais au niveau des douleurs, ils ne sont pas efficaces en traitement de douleurs viscérales, donc c'est lié à des organes, d'accord? Par exemple, des douleurs qui seraient liées à des angines de poitrine, des ulcères, et tous ces types de douleurs, ils ne fonctionneront pas. On devra prendre d'autres anti-inflammatoires, à ce moment-ci non stéroïdiens, donc on appelle ça des corticostéroïdes, etc. Ou alors, on devra prendre comment dire, des analgésiques opioïdes. Alors, une chose également qui est relativement importante, c'est que l'aspirine présente une activité antiplaquettaire et en fait, vous la vendez sous le nom de Asaflo pour
ces activités antiplaquettaires. Donc c'est la cardioaspirine, si vous voulez, Azaflo, et ces différentes choses-là. Elle est en comprimé de 80 à 160 mg. Alors, après cette présentation, on va quand même s'intéresser à leur mécanisme de fonctionnement, parce que ça va permettre de comprendre pourquoi ils ont une activité aussi diversifiée. Donc, les AINS, en fait, ce sont des molécules chimiquement différentes, mais on les regroupe dans la même classe pharmacologique parce qu'ils ont tous la capacité d'inhiber un enzyme qu'on va appeler la cyclooxygénase. Il est connu sous le diminutif de COX pour cyclooxygénase. Et on va voir qu'est-ce qu'il en résulte à partir du moment où on va inhiber cette enzyme, la cyclooxygénase. Alors, ici, dans les feuilles, je parle de deux COX, COX1, COX2, donc on aurait deux cyclooxygénases. On vient de découvrir une troisième, enfin on vient il y a une bonne dizaine d'années, donc on est maintenant à trois types de COX, COX1, COX2, COX3, mais je ne parlerai pas de la COX3. Donc c'est parti, je vais changer de feuille et on va essayer d'expliquer comment sont produits et comment agit surtout ces COX, ces cyclooxygénases. Alors, l'histoire, normalement, on démarre sur des phospholipides qui vont être transformés en acide arachidonique. Donc, on va démarrer juste sur l'acide arachidonique. C'est déjà assez bien. Donc, l'acide excusez-moi, c'est pas c'est arachidonique. Donc, l'acide arachidonique. C'est une molécule, donc c'est un acide gras, d'accord, qu'on peut retrouver dans différents types d'huile et dans différents types de graisses. Et on entend pour arachidonique, on entend le terme de arachide, d'accord. Donc ça fait référence à cette huile de cacahuète. Hein. Excusez-moi, encore une fois, voilà. Donc l'acide arachidonique. Cet acide arachidonique va être transformé en une deuxième molécule, qui est une molécule hautement réactionnelle qu'on appelle un endoperoxyde. Donc les endoperoxydes, c'est des molécules qui sont... il n'y a vraiment qu'une seule type de molécule qui est hautement réactionnelle. Et en fait, c'est ici qu'on va retrouver notre cyclooxygénase, notre enzyme, la cyclooxygénase, qui va permettre de transformer l'acide arachidonique en endoperoxyde. Alors, cet endoperoxyde a la possibilité de se transformer en de multiples molécules qui auront toutes des rôles légèrement différents. Je vais vous en présenter quelques-unes ici. Et bien entendu, ces transformations sont liées à différents types d'enzymes. On va par exemple démarrer avec nos amis les prostaglandines. Les prostaglandines. Donc, ce sont des molécules qu'on va retrouver dans l'organisme et qui ont des actions locales au niveau de leurs actions. Et bien entendu, qu'est-ce qui va permettre de transformer les prostaglandines? C'est une enzyme, hein, c'est la prostaglandine isomérase. C'est pas grave je ne vais pas le noter. Alors, comme prostaglandine, on a par exemple la PGE2 et la PGD2. C'est deux types de prostaglandine, PGD2 ou la PGE2. Alors, on a la famille des prostaglandines, on a la famille des prostacyclines.
Alors dans les prostacyclines, on en a une, c'est la PGI2. Donc ça ressemble à des prostaglandines, hein. Donc on a la PGI2. Et on va également avoir une qui est connue à l'heure actuelle pour la cardioaspirine, c'est-à-dire le thromboxane A2. Qu'est-ce qu'elle va produire, elle, ce thromboxane A2? En fait, c'est une molécule qui favorise, qui augmente l'agrégation plaquettaire. Donc, voilà pour la présentation. Donc, on voit que cet endoperoxyde va permettre de produire différents types de molécules qui auront des effets tous relativement différents, puisque dedans on va retrouver des processus, les prostaglandines peuvent intervenir dans les processus d'inflammation, comme les prostacyclines, dans les processus liés à la douleur, dans les processus liés à l'inflammation, mais également dans les processus de protection de la muqueuse de l'estomac. On va revenir tout à l'heure dessus. Donc, quand on utilise les AINS, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, les AINS, donc les AINS inhibent les COX. Donc, ils empêchent la cyclooxygénase de jouer leur rôle. Donc, à ce moment-là, on ne produira plus d'endoperoxyde et donc on ne produira plus de prostaglandine, de prostacycline et de thromboxane A2. Donc on voit vraiment qu'on a affaire à une cascade, on appelle ça la cascade arachidonique, et ça va découler sur les effets pour lesquels on utilise ces AINS. L'inhibition en fait de la synthèse de prostaglandine, c'est ce qui va largement produire les effets qu'on attend de nos amis les AINS. Et on va revenir après sur les autres problématiques. Hop, j'arrive plus à voir mes feuilles. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai noté, c'est que l'inhibition de la synthèse de prostaglandine, voilà, donc l'inhibition de la synthèse de prostaglandine est le responsable de leur effet thérapeutique. Donc, cette partie-ci est importante, hein, donc je répète, donc les AINS sont constitués de molécules chimiquement différentes, mais ils présentent tous la capacité d'inhiber la cyclooxygénase. C'est ce que je vous ai montré sur le schéma précédent. Malheureusement, l'inhibition de la synthèse de prostaglandine au niveau de la muqueuse gastrique provoque souvent des troubles gastro-intestinaux. On va avoir de la dyspepsie, c'est-à-dire des difficultés de digérer, des douleurs au niveau de l'estomac, mais on ne parle pas à ce moment-là on va plutôt parler de lourdeur d'estomac. On ne parlera pas d'ulcère réellement. On peut avoir une inflammation de la muqueuse, une gastrite ou des nausées. Les saignements, c'est-à-dire l'ulcération de la muqueuse gastrique, constituent des effets indésirables beaucoup plus graves et sont nettement, hop là, j'ai vraiment fait ça de travers, et sont nettement plus rares.
Donc, la cyclooxygénase est présente dans tous les tissus sous deux formes constitutives. Je vous ai dit en introduction, on en a trois maintenant. On a COX-1 et COX-2. Donc, on suggère, on pense que en inhibant la cyclooxygénase de type 2, on est responsable de l'effet anti-inflammatoire, c'est-à-dire de l'effet analgésique, antipyrétique et anti-inflammatoire de nos amis des AINS. Tandis que l'inhibition de la COX-1, elle serait responsable de leur toxicité gastro-intestinale. Donc ça, c'est problématique. On verra que on a essayé de trouver des AINS COX-2 sélectifs, c'est-à-dire qui n'induisent pas de toxicité gastro-intestinale. Il en existe, mais ces molécules produisent des problématiques au niveau cardiovasculaire. Donc c'est quand même pas la panacée, et je pense qu'il y a toujours des recherches à ce niveau-là. La plupart des AINS ne sont qu'en partie sélectifs pour la COX-1. Donc, c'est-à-dire que la plupart des AINS agissent majoritairement donc, au niveau de la COX-2, mais produisent également une inhibition de la COX-1. Certains inhibiteurs sélectifs de la COX-2 ont été récemment introduits, comme le celecoxib, les toricoxib et le parecoxib sont des inhibiteurs COX-2 sélectifs. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit, hein, on a, je vois pas bien où est ma flèche, là, le celecoxib, l'éthéricoxib et le parecoxib sont des inhibiteurs COX-2 sélectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont produire beaucoup moins de troubles gastro-intestinaux. Donc on a remarqué qu'ils présentent une réduction de 50% au moins des survenues de perforation gastrique, d'obstruction ou de saignement au niveau gastro-duodénal. Cependant, ces médicaments induisent une augmentation du risque d'infarctus. Donc c'est une grosse problématique puisque, souvenons-nous, pourquoi les gens prennent régulièrement des AINS pour des douleurs telles que des rhumatismes ou de l'arthrite. Et c'est généralement avec l'âge qu'on a ça. Donc, la probabilité de survenue d'un accident d'infarctus est également plus importante. Donc, pas évident de faire le pour et le contre de ce type de molécules. Donc, une mise en garde, bien que l'acide acétylsalicylique, c'est-à-dire les dérivés, les analogues de l'aspirine, exerce aussi un effet anti-inflammatoire, la dénomination médicament anti-inflammatoire non stéroïdien est le plus souvent réservé aux médicaments que l'on va voir ici plus loin. D'autre part, je vous l'ai déjà dit, le paracétamol ne fait pas partie des AINS. On traitera cette molécule par la suite. Alors, il est intéressant quand même de voir les contre-indications des AINS, d'accord, puisqu'ils sont vendus, ils sont en vente libre, donc vous avez à donner des conseils sur leur utilisation. Donc, c'est contre-indiqué au 3e mois de la grossesse, première chose. Bien entendu, c'est contre-indiqué pour ceux qui ont un ulcère gastro-duodénal, ça semble logique maintenant. Bien, même chose, ceux qui ont des antécédents hémorragiques gastro-intestinales. Les personnes qui ont la maladie de Crohn, c'est-à-dire l'intestin irritable. Les personnes qui ont des troubles de la coagulation, puisqu'on a vu que les AINS, en fait,
empêchait la production du thromboxane A2, qui était une molécule qui régulait l'agrégation plaquettaire, donc c'est une molécule qui allait favoriser la coagulation. Les personnes qui sont allergiques aux INS, ça c'est quand même plus rare, ces personnes qui souffrent de déshydratation sévère et celles qui ont une insuffisance cardiaque modérée à sévère. Donc voilà pour les mises en garde, d'accord. Donc pour résumer, troisième trimestre de grossesse, toutes les personnes qui ont eu déjà ou qui ont des ulcères ou des hémorragies gastro-intestinales, les personnes qui ont la maladie de Crohn et les personnes qui ont des troubles au niveau de la coagulation. Au niveau des effets indésirables, on en a déjà parlé, on a les troubles gastro-intestinaux et ça provoque également des lésions au niveau de la muqueuse gastro-intestinale. Ça va? Donc c'est le gros point au niveau des effets indésirables, c'est au niveau gastro-intestinal. Alors, les lésions gastro-intestinales peuvent survenir quelle que soit la voie d'administration des INS, même par voie parentérale ou rectale. Cela induit des lésions gastro-intestinales. Est-ce que ça vous paraît logique? Je vais quand même expliquer, puisque de toute manière, c'est pas parce qu'ils passent dans l'estomac qu'ils provoquent des troubles gastro-intestinaux, c'est parce qu'ils modifient la protection de la muqueuse gastrique en empêchant, en fait, si on veut faire très court, en défavorisant la production de mucus. On va dire ça comme ça. Donc c'est pas parce que on les prend péros qu'ils vont avoir un effet sur, comment dire, sur la muqueuse de l'estomac. C'est une fois qu'ils sont dans le sang qu'ils vont quitter le sang, se retrouver dans le liquide interstitiel, et c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir modifier et inhiber la cyclooxygénase. Alors, on ne sait pas non plus bien quelle molécule va produire des troubles gastro-intestinaux plus importantes que d'autres. Avec l'ibuprofène, les INS COX-2 sélectifs, le risque d'ulcère et de complications de l'ulcère serait plus faible qu'avec les autres INS. Je parle bien d'ulcère, d'accord? Ça a aussi un risque accru d'infarctus du myocarde et d'accidents vasculaires cérébraux, surtout, on en a parlé tout à l'heure, pour les INS COX-2 sélectifs. D'accord. Au niveau de l'ibuprofène, c'est pas très clair. On ne sait pas s'il y a des suspicions de risque accru en cas d'utilisation prolongée de doses élevées. De toute manière, il faut éviter d'en prendre régulièrement et des doses élevées. Donc, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'on donne des INS, des cardioaspirines, alors que le risque d'infarctus du myocarde est plus important et d'accidents vasculaires cérébraux? Je vais vous répondre que ces effets secondaires-là ne sont pas pour l'aspirine, d'accord, pour l'acide acétylsalicylique. C'est pour tous les autres, excepté le paracétamol, d'accord. Mais je tiens quand même à dire que l'aspirine produit des troubles gastro-intestinaux, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, on va terminer la présentation de ces molécules avec le paracétamol, parce qu'on va quand même en parler, puisque c'est une molécule qui est très très vendue, le dafalgan, etc. Lui n'a pas d'effet anti-inflammatoire significatif, mais il est utilisé comme analgésique. Et on va plutôt le prendre lorsque la douleur n'a pas de composante inflammatoire.
Son gros avantage, c'est qu'il n'induit pas d'irritation gastrique. Donc, c'est génial. Mais, attention, attention, hein, il induit une hépatotoxicité grave, j'insiste sur le terme grave, en cas de surdosage. Et croyez-moi, ça arrive nettement plus souvent que l'on peut croire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le paracétamol, on va le retrouver dans plein de composés, comme par exemple de l'éphébril. Ou alors les gens, ils disent oui, j'ai pris du paracétamol et du dafalgan. C'est pas la même chose. Donc ils confondent quand même beaucoup de choses. Donc il faut vraiment accompagner la clientèle sur l'utilisation de ce paracétamol et bien leur dire qu'il faut surtout pas surdoser ces molécules et qu'on peut les retrouver dans différents types de médicaments contre la fièvre, contre également les rhumes, pas vraiment, mais surtout la grippe. Donc chez un adulte, on peut s'attendre à des problèmes à partir d'une prise de 10 grammes. D'accord, ça peut vous paraître énorme, mais des gens, ils y arrivent. En présence de facteurs de risque, une toxicité peut être déjà observée avec des doses plus faibles, et même en cas d'utilisation chronique de la dose journalière maximale habituelle qui est de 4 grammes. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que des personnes ont subi une hépatotoxicité grave en respectant la dose maximum journalière parce qu'ils ont pris ce paracétamol pendant plusieurs mois ou voire plusieurs années tous les jours, mais sans jamais dépasser cette dose maximale. À la longue, l'hépatotoxicité est survenue et on a eu des problèmes à ce niveau-là. Alors, au niveau des médicaments, euh, je vais pré-remplir le tableau, d'accord? Donc, vous savez, j'ai que 3 colonnes, hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre comme pathologie? Je l'ai assez dit, hein, douleur, fièvre, inflammation. Donc on va avoir comme classe pharmaceutique, on va avoir les AINS, d'accord? Vous irez voir dans votre répertoire commenté. Ensuite, on va mettre dans les non-AINS, on va mettre l'acétyl sali. J'oublie toujours moi. Je vais aller revoir. L'acide acétylsalicylique, voilà. L'acide acétylsalicylique. Donc on a l'acide. Hop là, je vais enlever ma gomme, ce sera plus facile pour écrire. L'acide acétylsalicylique. Et vous là, vous pouvez mettre quelques noms commerciaux. N'hésitez pas à mettre Azaflo cardioaspirine puisqu'il fait partie de ce non-INS. Et là, la pathologie, ce sera bien entendu la prévention d'accidents cardiovasculaires et pas fièvre et douleur. Faites-le correctement puisque ce sont des molécules que vous vendez énormément. Alors, la dernière, ça va être notre ami le paracétamol. Et vous pouvez mettre également quelques comment dire, quelques spécialités. Je vous demanderai de me renvoyer sur le Discord votre tableau complété avec les différents types d'AINS, les non-AINS, à savoir l'acide acétylsalicylique et le paracétamol. Faites ça correctement, ce sera un exercice et pour un peu voir tout ce qu'il en retourne. D'accord? J'espère que c'est plus ou moins clair et on se retrouve pour une seconde vidéo très bientôt.